Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui débrief de l'intervention de Pierre Sage sur l'OL Play, invité pendant 1 heure avec des questions plus ou moins pertinentes. On est quand même sur la chaîne du club, donc faut pas non plus s'attendre à ce que le coach soit poussé dans ses retranchements, mais malgré tout, des questions intéressantes et surtout des réponses intéressantes ont été apportées par Pierre Sage, notamment sur là où il veut emmener l'équipe, sur le mercato aussi, et sur des cas un peu individuels, et notamment l'utilisation tactique que l'on peut envisager pour notre nouvelle recrue Fofana. Alors on est déjà revenu sur le match du Havre, qui évidemment a été très décevant puisqu'on sortait de 4 victoires consécutives, 4 clean sheets, et là on perd, on ne fait pas grand chose, on encaisse 3 buts et on perd une place au classement, ce qui fait qu'on redevient relégable, tout du moins dans une position où on devrait éventuellement jouer un barrage pour se maintenir. Ce n'est évidemment pas l'ambition du club, même si Pierre Sage, lui, ne se cache pas, ne se voile pas la face. Pour lui, l'ambition, c'est le maintien et rien d'autre. Et il estime que ce maintien se jouera aux alentours de 35 points. Enfin, lui dit 35 points. 35 points, dès lors qu'on en a 16, ça veut dire qu'il faut en prendre 19 autres. Et donc lui envisage 6 victoires et 1 nul. Alors on commence les matchs retour avec une défaite, ce qui veut dire que désormais il n'y a plus que 16 matchs pour obtenir 6 victoires et 1 nul. Ça paraît faisable, mais c'est pas si facile que ça, puisqu'après 18 matchs, nous n'avons que 4 victoires. Donc sauf à accumuler des matchs nuls, il y a quand même énormément de chemin à parcourir, et ce qui est intéressant dans l'émission, c'est qu'ils ont montré à combien de points en moyenne s'étaient maintenues les équipes en France, puisque pendant 5 années on a évolué à 18 au début des années 2000, et donc on nous a montré le nombre de points, et ils ont aussi également montré le nombre de points nécessaires dans la Bundesliga, qui joue à 18 clubs depuis très longtemps. Donc pour se maintenir au début des années 2000 en France à 18 clubs, il fallait une moyenne de 37,6 points. Donc évidemment on va arrondir à 38. Vous voyez que même 35 points, ce ne serait pas suffisant. Donc là, Pierre Sage, il faut quand même qu'il se dise que même 35 points, ça pourrait ne pas suffire. Il y a eu 5 saisons, c'est pas comme s'il y avait 1 ou 2 saisons, il y a eu 5 saisons donc de championnat avec 18 clubs, et donc il fallait 38 points pour se maintenir, ce qui veut dire qu'avec nos pauvres 16 points, il nous en manque 22, ce qui déjà porte à 7 victoires et 1 nul sur les 16 matchs qui restent. Et ouais, mine de rien, c'est loin d'être fait. Alors certes, on pourra me dire, oui, mais Lorient ne gagne plus, Clermont a certes gagné, mais bon, ça reste encore très très moyen, donc les deux là devraient rester derrière nous, même si je note que lors des matchs allés, on n'a pas battu ces deux équipes, que Toulouse s'est un peu rebecté, et que Metz également, donc on n'a pas le temps, et évidemment, les suspensions des joueurs suite au carton rouge obtenu au Havre, risque quand même de nous plomber. Alors contre Bergerac, ça devrait passer, mais ensuite on reçoit Rennes. On reçoit Marseille. Alors à Marseille, nos défenseurs centraux devraient être de retour. Mais vous voyez qu'on ne peut pas se permettre non plus de laisser trop de points en route. Et donc de ce point de vue-là, le match du Havre, il fait extrêmement mal. En Allemagne, donc sur 10 saisons, effectivement, le maintien se jouait à 34,7 points, donc évidemment 35 points. Mais vous voyez qu'en France, il fallait 38 points, donc une victoire de plus. Donc tout cela est quand même loin d'être fait. Et je crois qu'il ne faut pas se reposer, il ne faut pas relâcher la pression, parce que, écoutez, on peut vite entrer
dans une spirale extrêmement délicate. Donc pour expliquer un petit peu la contre-performance au Havre, Pierre Sage dit qu'à son avis, mais bon, c'est un avis évidemment que je partage, mais peut-être ne sommes-nous pas prêts à jouer comme ça. Lui, il considère qu'on ne pourra pas s'en sortir si on joue toute la saison de la même manière, c'est-à-dire, pour simplifier, le 3-4-3. Et donc, il voulait, dans le match du Havre, être beaucoup plus protagoniste. Il a aussi avoué, et ça m'embête un peu, mais bon, c'est un jeune coach, parfois il y a des choses qu'il ne faut pas dire, et il dit qu'il a été surpris par la manière de jouer du Havre. Il attendait que le Havre cherche à avoir la possession, ce qui n'a pas du tout été le cas, et donc ils nous ont surpris sur les contre-attaques, sur le jeu de transition. Et ça, j'estime quand même que c'est pas normal. On doit être prêt à répondre aux défis tactiques de l'équipe adverse. Donc je trouve que il aurait peut-être dû éluder ce point. Parfois, il ne faut pas être trop transparent. Donc l'équipe de l'OL avait l'intention de jouer, d'être protagoniste, mais on n'a pas mis les ingrédients pour pouvoir jouer ce jeu. Alors, en termes de qualité technique, en termes de vitesse de jeu et en termes d'agressivité, ce qui fait que dès qu'on perdait le ballon, du fait du manque de vitesse, du fait du manque de qualité technique, on se faisait transpercer, prendre dans le dos, et donc ça évidemment ça ne pouvait pas tenir, et le Havre a bu du petit lait pour nous contrer joyeusement et nous mettre des buts, nous pousser à faire des fautes, etc., etc. On ne va pas revenir là-dessus, mais lui dit on avait de l'ambition, mais on l'a mal fait. Il veut évoluer et tirer les leçons de ce qui n'a pas marché contre le Havre. Lui pense que ce n'est pas le système, mais que si on ne met pas les ingrédients, quel que soit le système, ça ne fonctionnera pas. Malheureusement, je trouve qu'on n'a pas assez insisté avec lui pendant cette émission sur les statistiques, parce qu'on a parlé de statistiques, mais on aurait pu lui sortir les statistiques, sur les statistiques du 4-2-3-1 depuis le début de la saison et du 3-4-3, et constater la différence abyssale entre les résultats de ces deux systèmes. Alors, certains m'ont fait remarquer dans les commentaires que ce n'est pas forcément le système, c'est plutôt les ingrédients qu'on met. Je ne nie pas cela, mais ce que je constate, c'est qu'avec notre milieu de terrain qui est éclaté au sol, avec certains de nos attaquants, évidemment Ryan Cherki, qui ne font pas les efforts défensifs, et certains de nos défenseurs centraux qui flippent à mort dès qu'ils sont à 2 au lieu d'être à 3, selon moi, on n'a absolument pas l'effectif et la qualité de joueur pour être ambitieux et faire un 4-2-3-1. Donc, je suis curieux de voir le système que va employer Pierre Sage, alors pas contre Bergerac, mais contre Rennes, parce que Rennes est une équipe rapide, de petite taille, technique, et si on repart en 4-2-3-1, je crains que l'on prenne une volée, d'autant que contre Rennes, ça va être très difficile de faire un 3-4-3, puisque finalement, en défenseur central, on aura Lovren, on aura Adrielson, mais bon, Adrielson inexpérimenté en Ligue 1, et c'est pas le match de Bergerac qui va le préparer pour la Ligue 1, de petite taille, et évidemment qui ne connaît pas du tout ses partenaires. Moi, Mata, je n'ai pas du tout apprécié son match en défense centrale, et je n'imagine pas du tout qu'on fasse jouer Diomandé, qui est en instance de départ, ou Mamadou Sarr, qui pour moi n'a pas le niveau de la Ligue 1. Alors là où également je ne suis pas Pierre Sage, c'est que il dit on est très mécontent de ce qu'on a fait au Havre, mais qu'il a aimé l'attitude. L'attitude pour lui, c'est que mené 2-0, on n'a pas baissé les bras en marquant un but. Ouais, si on veut. Parce que si on regarde le but, Ryan Cherki parvient à conserver le ballon avec des contres hyper favorables. Ensuite, il sert très bien Lacazette qui finit.
Mais ça n'a pas non plus été la folie. C'est vrai qu'on a eu un moment positif, mais le paradoxe, c'est qu'une fois qu'on a marqué, à nouveau notre intensité a baissé. Et pourtant, c'est à ce moment-là que moi, j'aurais aimé que Pierre Sage fasse rentrer Fofana. Il a attendu 10-15 minutes de plus. Et c'était trop tard puisqu'on était mené 3-1. Donc lui a aimé l'attitude. Moi, honnêtement, j'ai pas aimé l'attitude parce que pour moi, l'attitude, c'est pas quand vous êtes mené 2-0 qu'il faut avoir de l'attitude. C'est dès la première minute de jeu. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus titillé sur ce point-là. Comment se fait-il que les joueurs ont commencé le match avec ce manque d'agressivité? Alors, les journalistes ont évoqué la suffisance après avoir gagné 4 matchs. Et comme Pierre Sage n'a pas répondu sur ce sujet, ils n'ont pas insisté. Là aussi, c'est bien dommage. Parce que, on l'a tous vu, pour ceux qui ont vu le match, l'attitude n'était pas bonne du tout. Alors toujours un peu sur le même sujet, on lui demande, est-ce que les joueurs ont pris conscience qu'à ce jour, nous jouons le maintien? Alors lui dit que oui, que les joueurs ont compris, et que il y a une compréhension, on va dire, de manière progressive, de toute façon, avec notre première partie de saison, où on ne gagne que 3 matchs, évidemment, c'est difficile de ne pas prendre conscience qu'on joue le maintien. Mais il dit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très clair dans la tête des joueurs. Très sincèrement, avec ce que j'ai vu au Havre, je continue de me poser des questions. Les journalistes ont parlé d'accident sur ce match. Alors moi, je croirais à la thèse de l'accident si ça ne s'était pas du tout produit depuis le début de la saison. Je dirais que l'accident, c'est plutôt les matchs où on a été solidaire et on a joué en équipe. Alors, c'est un accident sous l'ère Pierre Sage, donc on va voir très rapidement, là aussi pas forcément contre Bergerac, mais contre Rennes, si le Havre est un accident ou si malheureusement c'est une tendance. Et si c'est la tendance, on est très très mal barré. Alors, pour améliorer l'équipe, parce que je pense qu'il faudrait être fou pour penser qu'on va pouvoir se sortir du trou uniquement avec les joueurs que nous avons sur le terrain et sur le banc à l'heure actuelle. Et donc, on a posé la question mercato à Pierre Sage et, sans rentrer trop dans les détails, il a malgré tout dit que on aurait plusieurs, je dis bien plusieurs apports offensifs. Alors peut-être avez-vous vu la news aujourd'hui. Saïd Benrahma, on le sait, était convoité par des clubs de Première Ligue, mais il paraît que l'Olympique de Marseille également souhaite le recruter. Danjuma, on n'a pas de nouvelles. J'ai entendu que Everton allait à nouveau être sanctionné par la Première Ligue, donc ne pourrait peut-être pas recruter, donc je les vois mal laisser partir Danjuma. En plus, il était titulaire lors du dernier match. Donc je pense que ces deux pistes-là ne sont plus forcément d'actualité, mais très sincèrement, on n'entend absolument aucun nom circuler. Donc on est quand même le 16 janvier, donc il reste 16 jours, on est exactement à la moitié du mercato, et on attend toujours des recrues offensives, donc plusieurs recrues offensives a dit Pierre Sage, et il a ajouté plus un joueur par ligne. Ça veut dire un défenseur, a priori un défenseur central, un milieu de terrain, et donc plusieurs offensives, donc au moins, de ce que je comprends, 4 recrues. Vous avez vu aujourd'hui que la piste Nemanja Matic, enfin hier plus exactement, que la piste Nemanja Matic, visiblement, était définitivement abandonnée, que l'on se dirige peut-être vers Yüksek, donc Ismail Yüksek, que je vous ai présenté en vidéo hier, et notamment les diagrammes disponibles dans l'onglet communauté qui sont assez parlants et plutôt positifs. Toutefois, il ne faut pas oublier que Yüksek évolue dans le championnat turc et que, à mon sens, on ne peut pas totalement appliquer ou penser qu'un joueur va avoir le même rendement dans un championnat a priori moins fort que la Ligue 1 en Ligue 1.
Et ça, on l'a vu avec de nombreux cas. Par exemple, un joueur que personnellement je souhaitais que nous recrutions l'été dernier, Nakamura. On a vu qu'à Reims, alors qu'il était flamboyant en Autriche, à Reims, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Donc attention, c'est toujours délicat de penser que les statistiques d'un joueur dans un championnat seront forcément du même acabit dans un championnat supérieur. Alors il a eu également, Pierre Sage, un passage très intéressant sur Malik Fofana, puisque on lui a demandé alors, Malik Fofana, quelle va être son utilisation. Et Pierre Sage a dit qu'il pouvait jouer à tous les postes offensifs. Alors très sincèrement, j'ai du mal à l'imaginer jouer numéro 9. Mais il peut jouer dans les deux ailes, donc ça c'est très intéressant. On dit même qu'il peut le jouer numéro 10, ce qui là aussi est très intéressant. Et Pierre Sage dit qu'également il peut jouer piston, et qu'en piston il est très intéressant parce que évidemment très offensif, alors que nos pistons actuels, nous faisons jouer Tagliafico et nous faisons jouer Mata, voire de temps en temps Koumbedi, et que ces joueurs-là, alors Koumbedi peut être plus offensif, Mata et Tagliafico ne sont pas des pistons très offensifs, et donc c'est assez pénalisant pour nous. Donc de ce que je comprends, eh bien Pierre Sage n'exclut pas d'utiliser notre ami Malik Fofana comme piston, ce qui nous ramènerait donc au 3-4-3, mais un 3-4-3 beaucoup plus offensif, parce que le problème de notre 3-4-3, c'est que comme nos milieux ne créent pas grand-chose, que nos ailiers ne font pas grand-chose, et que nos pistons ne sont pas très offensifs, on voit bien qu'il y a un déficit colossal de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, sur des statistiques offensives donc qui ont été données depuis l'arrivée de Pierre Sage, et vous verrez qu'il y a des choses très surprenantes. Pierre Sage a naturellement dit que si il allait y avoir des arrivées, il y aurait aussi des départs. Là aussi, je trouve que au niveau des départs, ça ne se bouscule pas trop. On sait pourtant que Diomandé doit partir depuis longtemps. Au 16 janvier, il est toujours là. Shkelly Alvero n'a pas refoulé les terrains depuis plus d'un mois. Je pense que la meilleure solution, c'est quand même de le prêter. Il est toujours là, et je pense pourtant qu'il pourrait y avoir des prétendants pour Shkelly Alvero. D'autres cas sont plus compliqués, notamment évidemment Le Penant qui est blessé, donc c'est difficile de le trouver une porte de sortie. Mais hormis Le Penant blessé, Pierre Sage nous a dit qu'il n'y avait aucun blessé dans l'effectif. Là aussi, malheureusement, les journalistes n'ont pas posé la question sur Mohamed El Arouche. Il faut savoir que Pierre Sage connaît très bien Mohamed El Arouche, tout simplement parce qu'il l'a entraîné en U16 et qu'il avait une très haute opinion de Mohamed El Arouche. J'avais dit, notamment après avoir vu Hugo Guimet chez Zach Nani, que Mohamed El Arouche était blessé au psoas et qu'en plus, au niveau moral, il était au 36e dessous. Tout cela remontant au match, je crois, contre Lorient, où il s'est échauffé sur le bord du terrain pendant tout le match et il n'est pas rentré en jeu, ce qui évidemment est très compliqué à vivre pour un jeune joueur porté au nu, mais qui malheureusement en pro n'a jamais eu l'occasion de faire ses preuves. Puisqu'on parle des jeunes, Pierre Sage n'exclut pas de faire monter des jeunes dans le groupe pro. Il dit qu'il ne l'a pas fait jusqu'à présent, tout simplement parce qu'il estimait que dans le groupe actuel, quelque chose était en train de se passer et il ne voulait pas bousculer l'harmonie de ce groupe en faisant monter des jeunes. Bon, est-ce que ce sera le cas ? Je ne sais pas. Il a parlé de Mamadou Sarr, qu'il a connu aussi chez les jeunes. Et d'ailleurs en décrivant le fait qu'il ne l'avait pas fait jouer pendant 6 mois parce que le joueur avait grandi très vite et qu'il avait eu du mal à se stabiliser sur le plan physique et qu'une fois qu'il était stabilisé sur le plan physique, il avait mis tout le monde d'accord. Moi je le dis, Mamadou Sarr, je n'y crois pas, mais visiblement Pierre Sage y croit. Alors peut-être va-t-on le voir dans une défense à 3 face à Bergerac.
Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, Pierre Sage a dit qu'il ferait peut-être monter des jeunes. Alors encore un petit point tactique, puisque, vous le savez, le 4-2-3-1 a un peu crispé un certain nombre de personnes. Beaucoup n'ont pas compris, dont moi d'ailleurs, qu'alors qu'on avait un 3-4-3 qui nous a permis de gagner des points et de faire des clean sheets, on passe en 4-2-3-1, système qui ne nous a pas du tout souri cette saison, qui a souri la saison passée, il faut le reconnaître, mais qui ne nous a pas souri cette saison. Et Pierre Sage, en fait, déjà ne veut pas jouer que d'une seule manière, parce qu'il estime qu'on deviendrait beaucoup trop prévisible. Et il dit que on est au début d'un processus, et que pour lui, le match du Havre a certes été raté parce qu'on n'a pas mis les les ingrédients pour faire fonctionner ce 4-2-3-1, mais que l'objectif, c'est de monter, notamment en termes d'intensité. Ça, c'est vraiment, je dirais, le fil conducteur du travail de 2024, ça va être de monter en intensité pour pouvoir faire fonctionner ce 4-2-3-1. Est-ce qu'il va le retenter rapidement? Je n'en suis pas certain. Est-ce qu'on a les joueurs pour jouer, en tout cas avec l'effectif actuel, pour jouer ce style de jeu? Je n'en suis pas certain. Mais en tout cas, lui ne le met pas au placard, ce système. Et il aimerait, parce que ce système, on va dire, il est très protagoniste, un mot un peu à la mode, et lui, il veut être protagoniste, il ne veut plus, en tout cas pas pour le restant de la saison, être attentiste et prendre l'équipe en contre-attaque. Alors on lui a fait remarquer, et je trouve que ça c'était une bonne question, eh bien que les équipes qu'on va rencontrer dans les semaines à venir, les Nantes, les Montpellier, ces équipes-là, eh bien, vont ressembler à ce que nous a proposé le Havre. Donc est-ce qu'il est bien senti de continuer à jouer comme on a fait au Havre? Il n'a pas répondu directement, mais en tout cas, lui, il sait où il veut aller. Il n'abandonne pas ce système parce qu'il n'a pas marché une fois. Il veut parvenir à le faire fonctionner. Mais les joueurs sont-ils en capacité de mettre la qualité technique, la vitesse et l'agressivité nécessaires pour le faire fonctionner? Peut-être, mais en tout cas, ils ne l'ont pas montré depuis le début de la saison. Donc je ne vois pas pourquoi d'un claquement de doigts, ceci changerait. Ce qui m'a marqué, moi, quand j'ai commenté le match, je vous invite d'ailleurs à venir voir les matchs commentés, je ferai le match de Bergerac, eh bien, c'était qu'on avait la volonté d'aller défendre beaucoup plus haut. Mais seulement le problème quand vous défendez haut, c'est que si vous n'avez pas l'intensité nécessaire, si vous n'avez pas la rigueur nécessaire, et l'agressivité nécessaire, eh bien, évidemment, vous laissez des trous un peu partout, et c'est exactement ce qui s'est passé. Lui voit ça comme une expérience, il a corrigé en employant le terme leçon, mais est-ce que nos joueurs sont capables d'avoir cette rigueur? J'ai des doutes. Enfin, la statistique assez surprenante, c'est que bien que nous marquions plus de buts sous Pierre Sage, figurez-vous que sur les 7 matchs de Pierre Sage, nous prenons 10 tirs par match. Et sur les 12 matchs qui ont précédé, donc avec Laurent Blanc, Fabio Grosso et Jean-François Vulliez, nous prenions 13,75 tirs par match, c'est-à-dire 4 tirs de plus. Alors certes, nous avons plus d'efficacité, certains diront que les tirs sont mieux choisis, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus efficaces, mais vous voyez qu'on tire quand même 4 tirs de moins qu'auparavant. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un problème dans l'organisation de notre attaque. Ce n'est pas un scoop, mais il va falloir absolument remédier à ce problème. Il a également dit que quand il est arrivé, il a joué la stabilité. Et ce qui est intéressant finalement, il dit que c'est l'analyse qu'il a fait de l'équipe au moment où il est arrivé, que ça manquait de stabilité. Et on se souviendra que c'est une question qui avait été posée à Fabio Grosso, qui changeait en permanence les joueurs, le système, etc., etc. Et évidemment, si vous ne mettez pas de stabilité, eh bien, les joueurs perdent leur repère,
ne trouve pas de circuit de passe. Et on a vu quand même malheureusement pour lui, Fabio Grosso, énormément de bouillies de football. Alors vous me direz, pour moi dimanche, c'était une bouillie de football. Je l'attribue en partie au système, mais pas que. Parce que là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec Pierre Sage. Si vous n'avez pas la qualité technique, si vous n'avez pas l'agressivité, si vous n'avez pas l'intensité, vous pouvez aligner tous les systèmes que vous voulez, vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Donc, 3-4-3, 4-2-3-1, etc. Malgré tout, il faut mettre les ingrédients de base. Néanmoins, et ça je le dis, tant qu'on ira avec ce milieu-là, avec Ryan Cherki, avec ces défenseurs centraux-là, on ne pourra pas jouer sans le payer très cher, le 4-2-3-1. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour, je l'espère, des infos mercato. Merci de m'avoir suivi, au revoir.